Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette 12e édition du Festival européen de films fantastiques de Strasbourg. 5e fois avec nous. Et puis, on avait discuté il y a 2 ans pour ta venue pour 7852. Alors, certains scénaristes, cinéastes, réalisateurs passent 2 ans à réfléchir à une histoire. Toi, tu passes 2 ans donc à penser et à développer une scène d'un film. Voilà, ouais. J'avais envie de te demander, qu'est-ce qui te fait choisir une scène précise? Est-ce que c'est avant tout l'amour du film ou est-ce que c'est la place de ce film et de cette scène dans l'histoire du cinéma? C'est complètement les deux, je veux dire. Et c'est non seulement la place, mais je suis toujours très intéressé par les moments de cinéma qui finalement deviennent des moments culturels et vraiment de rentrer en détail dans cette idée de pourquoi ces moments deviennent des moments culturels. Parce que bon, je veux dire, on a beaucoup de films. Chaque année, on a beaucoup de films. Des moments comme le chestburster, des moments comme la scène de la douche, ils sont très rares. Mais bon, ceci dit aussi, je veux dire, je vais être clair là-dessus, Memory, c'est un film qui est très différent de 7852. C'était au départ censé être un film vraiment exclusivement sur le chestburster, mais je me suis très vite rendu compte que de rentrer dans cette scène, on ne peut pas le faire de la même manière. Parce que Alien, ça je suis persuadé, a eu un impact sur le public mondial pour des raisons différentes de celles de la scène de la douche. C'est un film qui a une résonance mythique, c'est un film qui parle dans une certaine manière, qui nous donne des images et des idées qui vont dans qu'on retrouve dans notre passé ancien, en fait, et qu'il fallait, pour moi, c'est très vite devenu, en fait, un film, ça devait être un regard mythologique, en fait, et un regard d'origine profonde sur Alien. Et c'est ça que Memory est devenu. Quand je regarde tes films, tes dernières œuvres, j'ai l'impression que, peut-être sans même en être conscient, tu développes une nouvelle forme d'écriture critique du cinéma. Et la critique du cinéma, comme le cinéma est appelé à évoluer avec les nouveaux médias, avec la vidéo, etc. Et cette manière de contextualiser, de surcontextualiser une scène, j'ai l'impression que c'est une nouvelle forme de critique. Qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, oui, merci. Dans un certain sens, oui, je pense que les films que je fais sont assez uniques dans leur genre. Bon, il y a beaucoup de films sur le cinéma qui se font. Je crois que je fais les miens d'une manière unique. Bon, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment moins, ça c'est sûr. Mais moi, je me vois vraiment un petit peu comme un genre de pont entre les études cinématographiques que je crois le grand public généralement voit comme quelque chose de très académique, difficile à rentrer dedans, et puis justement le public. Pour moi, je veux que mon amour, ma passion pour le cinéma, pour ces moments culturels, pour la déconstruction finalement d'une scène, j'aime en fait démocratiser un petit peu ce processus et de pouvoir partager un film comme ça avec un grand public, de leur donner l'envie eux-mêmes de dire ah ben ouais, en fait j'ai peut-être pas besoin d'un master's ou d'un PhD en cinéma pour au moins avoir cette curiosité, cette envie de rentrer dedans et de voir ce que je trouve. Parce qu'il est clair que des grands films, et je dis des grands films comme Alien, comme Psycho, comme Vertigo, comme Citizen Kane, 2001, on peut y aller. Il y a 36 manières de rentrer dedans. Et on a tous quelque chose à y voir, on a tous quelque chose à y dire. Et si mes films deviennent des genres de véhicules qui permettent aux gens de faire ça un petit peu plus par eux-mêmes, finalement, pour moi, c'est mission accomplie, quoi. Comment se passe l'écriture d'un documentaire comme celui-ci ? Est-ce que tu écris tout seul et en amont, ou est-ce que tu commences des interviews avec des personnes qu'on va retrouver dans l'œuvre, et ce que eux vont t'amener va développer des nouvelles pistes d'écriture ? Alors ça commence d'abord par une structure. Il faut savoir où on va. Je veux dire, si tu me dis va faire un film sur Alien, je dis ok.
quel film sur Alien, parce qu'il y a des milliers d'histoires à approcher. Donc la première chose, c'est d'avoir vraiment l'angle, d'avoir une structure, de faire un treatment, et de savoir donc, parce que c'est ça qui va déterminer finalement où on va aller, qui on va interviewer, quelles questions vont être posées, dans quelle direction on va. Ça, c'est la première chose. À partir de ce moment-là, bon, on commence à fouiller, on commence à interviewer, on commence à finalement collecter un certain nombre de matériaux, de prises de vue. Et quand j'ai suffisamment je pense que j'ai, et ça c'est complètement, c'est un instinct, quoi, je veux dire. Il y a un moment où on dit, ok, je crois que j'ai déjà quelque chose là pour commencer à former cette sculpture, en fait. À partir de ce moment-là, je disparais pendant un mois et demi, et j'écris vraiment un scénario. Et donc, j'écris un scénario avec les interviews que j'ai, aussi avec toutes les prises de vue. Enfin, c'est très visuel. Et à partir de ce moment-là, je vois déjà, pour moi, il faut que ça marche sur la page avant que ça marche sur l'écran. Donc, si ça marche sur la page, la première chose, c'est de voir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on doit aller chercher. Bien évidemment, quand on écrit un scénario aussi, il y a des découvertes qui se font. On se dit, ah ben oui, ça, j'avais pas pensé. Là, il me faudrait vraiment ça. Donc voilà. Donc après, c'est rebelote pour plus de tournage. Mais à partir de ce moment-là, quand j'ai un scénario qui commence à faire un certain sens, là, je le donne déjà à mon monteur. Mais je suis très clair toujours pour la première version. Je demande absolument qu'il suive le scénario. Alors, très souvent, on a un film qui est beaucoup plus long qu'il devrait l'être, mais ça, je crois que c'est très important. Il faut, je crois vraiment à cette idée d'avoir quelque chose de beaucoup plus... c'est comme une sculpture, quoi. Je veux dire, si on commence trop fin, on ne peut pas rajouter. Donc, il faut commencer assez gros et puis commencer vraiment à sculpter, à enlever, à raffiner après, quoi. Et donc ce deuxième stade, en fait, l'écriture, la production et la post-production, en fait, à ce stade-là, se font en même temps, jusqu'à ce qu'on ait vraiment le film qu'il faut, et après, alors on rentre vraiment dans les détails, quoi. Avec Alien, on parle d'un film qui a 40 ans, et à la différence de Psychose, peut-être, il y a encore beaucoup d'intervenants, de personnes qui ont travaillé sur le film, qui sont encore des nôtres. Ouais. Et il y a un absent, il faut le dire, dans le film, il y a un absent de marque, qui est Ridley Scott. Est-ce que tu peux nous parler de cette absence? Est-ce que ça a été une grande frustration pour toi? Oui et non. C'est marrant parce que dans un côté, oui, bien sûr. Je veux dire, le désir de lui parler était là, c'est clair. Je sais pas exactement pourquoi ça s'est pas passé. Je crois que c'était pas un manque d'envie parce qu'il a vu le film depuis. Je veux dire, même ses partenaires l'ont vu, ils aiment le film, ils nous ont donné leur thumbs up. Je crois que c'était vraiment une question de schedule, ou alors il avait peut-être pas envie, je sais pas. Mais d'ailleurs, il s'est pas beaucoup manifesté pour le 40e anniversaire du film. Mais encore une fois, si mon angle d'attaque était Ridley Scott's Alien, la première chose que j'aurais fait, c'est d'aller le harceler jusqu'à savoir s'il le ferait ou non. Et s'il avait dit non, j'aurais pas eu de film. Dans un autre sens, je veux dire, le film, bon, comme j'ai dit, c'est d'une part c'est un regard mythologique, mais c'est aussi un film qui est vraiment au sujet de la symbiose entre Dan O'Bannon, Giger et Scott, qui est un angle très spécifique, je veux dire, sur Alien. Le fait que O'Bannon et Giger ne sont plus des nôtres, rétrospectivement, si Ridley Scott avait eu l'opportunité de donner son opinion, je crois que d'une certaine manière, ça aurait changé un petit peu l'équilibre des choses. Donc il est absent, mais il est absent comme le sont les deux autres. Et finalement, je me dis, c'est peut-être pas mal que ça soit passé comme ça. Mais voilà, mais ça c'est aussi ça, c'est le gros problème de faire des documentaires sur le cinéma. Mais moi, c'est toujours très important pour moi d'avoir de pouvoir vraiment délivrer la thèse que j'ai d'une manière... en l'occurrence, j'étais beaucoup plus préoccupé de trouver vraiment les mythologistes qu'il fallait. Parce que là, pour le coup, il y a des idées quand même qui sont assez... conséquente, je dirais, dans Memory.
Et alors on peut parler à 36 mythologistes, spécialistes qui vont rentrer dans des délires absolument fascinants, mais qui n'arrivent pas à communiquer avec un public. Enfin, j'ai eu des interviews, pour ne pas nommer de nom, de 2-3 heures avec certaines personnes qui étaient absolument fascinantes, mais j'avais pas un extrait de 10 secondes à pouvoir donner au public. Et c'est là que je dis, pour revenir à ce que je disais avant, c'est là que je suis vraiment le pont, finalement, entre le public et puis ses idées. Donc, de trouver les personnes qu'il faut, c'est ça qui me donnait les cauchemars. C'était pas est-ce que je vais avoir Ridley Scott, c'est est-ce que je vais avoir vraiment les bons mythologistes. Et par chance, j'ai appelé la fondation Joseph Campbell, et qui m'ont tout de suite répondu. Ils m'ont mis en contact avec donc Will Lynn, qui est jeune, hein, il a 30 et quelques années. Et justement, il a un charisme, il a une manière de distiller ses idées et de les rendre accessibles et de les communiquer d'une manière que pratiquement tout le monde peut comprendre. Et ben, ça a été le don voilà, movie gods, comme on dit, quoi. Sans un type comme lui, je crois que ça aurait été beaucoup plus difficile de faire fonctionner Memory. Ouais. Donc l'absence de Ridley Scott, en un sens, ça sert presque ton propos, parce que ça détourne voilà. Pas le film de... Oui, voilà, c'est ce que je dis. C'était pas voulu, ouais. C'était pas voulu, mais rétrospectivement, je me dis... Et c'est marrant, parce qu'on a eu ce moment... juste après on avait reçu l'invitation de Sundance, et à ce moment-là, j'avais eu cette discussion avec ma productrice, et on se disait, est-ce qu'on retourne vers Ridley ou non? Et on a vraiment hésité, et on s'est dit non. Alors je ne sais pas, il aurait peut-être dit oui ou peut-être dit non à ce moment-là. C'est peut-être qu'il aurait, je pense pas qu'il aurait changé son avis. Mais c'est sûr qu'on aurait plus de poids pour aller vers lui à ce moment-là. Mais on s'est dit non, le film il est bien comme ça. Mais quelques mois avant, je pense que j'aurais eu une perspective différente dessus. Ouais. Et alors ton prochain projet, pour le coup, se passe totalement... Il est fini. Il a été présenté à Venise. Ouais. Voilà. Et c'est donc plus un prochain projet, c'est un nouveau projet existant. Voilà, oui. Et là, de manière complètement différente, tu as travaillé très étroitement avec le réalisateur visé, à savoir William Friedkin. Voilà, exactement. Et en fait, ça a tout un petit peu commencé ici. C'est marrant parce que il y a 2 ans, je voulais vraiment le rencontrer, et puis il voulait voir personne. Mais je sais que Daniel, je crois, lui a parlé de mon film. Le directeur de CJS lui en a parlé aussi, et il m'a invité à sa table pour déjeuner à CJS. Il a adoré 7852, il m'a invité à déjeuner à Los Angeles 3 semaines plus tard. Et puis, en fait, il m'a donné vraiment carte blanche pour faire un film sur l'exorciste. Et moi, je lui ai dit, je veux vraiment... je ne suis pas du tout intéressé de rentrer dans, encore une fois, les histoires qu'on connaît, dans les effets spéciaux, etc. Mais je veux vraiment, finalement, rentrer dans l'exorciste par William Friedkin. Donc c'est un regard à travers l'art, à travers la musique classique, à travers le cinéma classique. Et en fait, j'ai structuré les interviews un petit peu dans le modèle Truffaut-Hitchcock, où on a fait toute une série enfin je l'ai interviewé pendant 6 jours. 6 jours d'interviews sur l'exorciste, avec des sessions très clair. Enfin, la première journée, par exemple, on a parlé uniquement du prologue sur l'Irak. Donc, on est vraiment rentré là-dedans. Et c'est un regard... enfin, il m'a demandé plusieurs fois, il m'a dit, tu es sûr, est-ce que tu ne veux pas interviewer Max von Sydow ou Ellen Burstyn ou Linda Blair? Je dis non. Ça, c'est vraiment... C'est toi. Et le résultat est assez étonnant. Pour moi, c'est le film le plus personnel, je crois, que j'ai fait. C'est un film vraiment... Enfin, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé avec Friedkin. Et c'est un film qui, pour lui, je sais, est très personnel. C'est un film qui émeut beaucoup. Enfin, la dernière scène, il y a beaucoup d'émotions. C'est un film c'est un film de chambre, quoi. Il y a un violoncelle unique sur toute la bande sonore. Donc, c'est très intime. En fait, tu fais un cinéma de cinéphile, puisque tu te promènes dans une cinéphilie majeure, mais ton cinéma a quand même quelque chose de très personnel, parce que finalement, tu te promènes dans ton petit panthéon personnel. Oui, tout à fait, ouais.
Et alors, dans cette idée-là, est-ce que tu as une liste de grandes scènes, de grands films au bout desquels tu aimerais aller ou oui, ça enfin, vient spontanément? Les choses se font, je pense, assez spontanément finalement. Là, on est en train de travailler sur un film sur Monument Valley, mais principalement sur. C'est un film, je dirais, autant 7852 était un film sur le montage, celui-ci sera un film sur le cadrage. Et comment John Ford, au cours de ses films, a cadré Monument Valley et par le cadrage a transformé notre vision de l'histoire des États-Unis, en fait. Et non seulement lui, mais après tous les films qui sont passés. En fait, c'est un regard sur l'iconographie de l'Ouest américain. Il y a d'autres trucs qu'on est en train de développer en ce moment, dont une série. Il y aura un autre film sur la scène de la douche, que tu le crois ou non. Il y aura mais complètement différent. Mais il y a un autre regard vraiment que je veux absolument faire. Et le film que je veux vraiment, vraiment, vraiment faire, c'est un film sur Vertigo. Sueur froide, hein, c'est ça en Sueur froide. Sueur froide, ouais. Mais maintenant, tout le monde l'appelle Vertigo, même Vertigo. en France. Ah, bah voilà. Ouais. Non, ça, c'est mon film depuis tout petit. C'est un film qui me brise à chaque fois, quoi, qui est sublime, quoi. Sublime. On est bien d'accord là-dessus. En tout cas, sois sûr que le Festival de Strasbourg continue à t'accompagner, à vouloir t'accueillir sur tous ces prochains projets. Merci de ces réponses. Merci beaucoup.